Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire de la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président Philippe Besset. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live, mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour Valérian. Bonjour à toutes et à tous d'ailleurs. Philippe, le ministre de la Santé a annoncé mercredi un allègement de certaines restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, notamment sur le port du masque. Est-ce que cela concerne également les officines ? Alors, beaucoup de choses vont arriver, bien sûr. Vous savez que le gouvernement, suite aux recommandations du Conseil scientifique et de la Haute Autorité de Santé, adapte la stratégie face à l'épidémie en fonction de l'encombrement de l'hôpital et de la prévalence des différents variants de Covid sur le territoire. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui changent et qui changent en permanence. Donc, ce que le ministre a annoncé n'est pas encore retranscrit dans la réglementation. Ça, vous avez l'habitude maintenant, hein, donc il va y avoir un arrêté qui va probablement être pris aujourd'hui pour demain, parce que en fait, le ministre, tant que le gouvernement est en... Je vous raconte un petit peu ça. Si le Premier ministre démissionne, immédiatement, le gouvernement s'arrête, le cabinet arrête de fonctionner, plus rien ne fonctionne, sauf l'administration centrale. Donc, pour faire passer des textes au journal officiel, il faut un ministre qui signe. Donc, ça veut dire que c'est aujourd'hui que doit se faire le texte. Donc, demain matin, je pourrai répondre précisément à la question. Néanmoins, ce qu'a indiqué Olivier Véran sera probablement retranscrit in extenso dans le texte sans ajout. Je ne sais pas, hein, je ne peux pas le dire. Nous avons cet après-midi une réunion sur la vaccination. On va essayer de poser des questions. Moi, ce que j'ai compris de ce qu'a dit le ministre, c'est qu'effectivement, ça concernait tous les lieux où encore le masque était obligatoire, allait donc passer en statut recommandé. Ça veut dire que concernant les officines, comme il restait les transports en commun et en gros les lieux de santé. Mais je ne sais pas s'il y aura une exception pour les lieux de santé ou pour l'hôpital, il n'en a pas parlé. Donc il faut attendre l'arrêté pour être sûr. En tout cas, ce qui est probable, c'est que ce soit donc uniquement une recommandation. Ça veut dire que ça va être à la main des titulaires, tant pour les équipes que pour le public qui rentre. Donc en gros, plus d'obligation pour personne, mais une recommandation qui reste. Donc ça veut dire une responsabilité sur le titulaire, à la fois en tant qu'employeur et en tant que professionnel de santé pour les équipes. Je suis désolé de ne pas être plus précis, mais plus aucune obligation, ni de plexiglas, ni de masque. Voilà. Si ensuite vous voulez savoir ce que moi je vais faire dans mon officine, eh bien très simplement, je fais une consultation de l'équipe en fait, et on va voter pour savoir ce qu'on fait. Mais en revanche, tout le monde fera la même chose dans l'équipe par rapport au port du masque. Le plexi, on le garde, ça c'est clair. Et pour le public, on va recommander simplement, et puis les gens feront ce qu'ils voudront. Et concernant l'administration des doses de rappel vaccinal, est-ce que des évolutions sont à prévoir ? Oui, surtout, comme je disais, la réunion est cet après-midi, donc on enverra une information pour s'il y a des nouveautés, mais il y a des changements à prévoir, notamment probablement une tolérance pour les moins de 60 ans, c'est en tout cas ce qu'on demande parce que c'est assez compliqué d'expliquer aux patients qui ont des problématiques de santé, qui n'ont pas tout à fait 60 ans, qui ne peuvent pas se vacciner. Et par ailleurs, il y a la stratégie de l'automne que nous devons débattre, puisqu'il y aura donc une dose de rappel probablement pour tout le monde à l'automne. Donc oui, il y a des choses à prévoir. De la même manière, s'agissant des tests, l'état d'urgence s'arrête au 31 juillet. Donc de mon point de vue, mais encore une fois, je ne suis pas au gouvernement, mais de mon point de vue, il n'y aura pas de modification de la réglementation concernant les tests, le testing, d'ici la fin de l'état d'urgence le 31 juillet. Après, il y aura un nouveau gouvernement, un nouveau ministre, et après la fin de l'état d'urgence, plus toutes les réglementations vont tomber, et donc on va voir qu'est-ce que le gouvernement décidera sur la prise en charge ou pas de toutes les mesures état d'urgence, les masques, les tests. On le dit depuis le début, hein,
tous ces dispositifs s'arrêtent au 31 juillet. On va voir ce qu'il en est ensuite avec le nouveau gouvernement. Ok. Sinon, jeudi après-midi, tu as eu une réunion avec le comité économique des produits de santé, le CEPS. Qu'est-ce qu'il faut en retenir concernant les génériques? Eh bien, il va y avoir une baisse de prix programmée du répertoire des génériques, notamment des princeps, qui sont en dessous du seuil de substitution. Nous avons fortement interpellé le CEPS. Nous, c'est qui? C'est le LEM, donc les industriels des médicaments, le GEM, qui même a fait une chaise vide puisqu'ils ne sont pas venus à cette réunion pour protester. Et nous, syndicat d'officinaux, donc moi, ce que j'ai dit au président du CEPS, c'est qu'il était impossible de continuer la fixation des prix et les méthodes de régulation de l'ONDAM, des soins de ville, en période d'inflation. Il faut qu'ils comprennent que tout augmente, que nos salariés ont besoin de revalorisation, que les matières premières augmentent, les industriels ne peuvent plus trouver d'aluminium pour faire les blisters. Enfin, c'est quand même très problématique. Et donc, on ne peut pas supporter de baisse de prix. Donc, le CEPS l'entend. Le président du CEPS nous a dit « Moi, j'entends, mais vous frappez à la mauvaise porte. C'est le président de la République, le ministre de la Santé, de l'économie nouvellement élu, qui doivent modifier les règles. Mais pour l'instant, à date, elles ne sont pas modifiées et donc les baisses de prix continuent. Donc, en tout cas, au niveau de l'administration, au CEPS, à la direction de la sécurité sociale, ils sont bien conscients que nous ne sommes pas comme des restaurateurs ou comme d'autres segments de l'économie. Nous ne sommes pas en capacité d'augmenter les prix de nous-mêmes. Nous sommes dans un secteur régulier. Bon, bref, il va y avoir encore des baisses de prix qui vont impacter l'officine. On aura les décisions du CEPS, j'espère, amoindries par nos remarques la semaine prochaine. Mais au-delà des génériques, est-ce que tu as des chiffres sur l'évolution de l'économie de l'officine pour le premier trimestre? Oui, alors j'avais demandé à Valérian que tu me prépares un tableau de chiffres et que tu puisses me le montrer à l'écran. Je ne sais pas si c'est jouable, sinon je vais le faire à l'oral. Ah, merci, tu es vraiment très formidable. J'ai bien bossé. Tu as bien bossé. Donc, nous avons sur ce tableau, vous pouvez voir donc, les trois trimestres le premier trimestre de 2020 comparé au premier trimestre de 2021 et au premier trimestre de 2022 que nous venons de vivre au niveau de l'activité de l'officine. Ce que vous voyez, c'est que nous avons vécu en 2022 un premier trimestre que probablement nous ne revivrons pas de sitôt et surtout tiré par le mois de janvier. Mais même au mois de mars, nous avons une augmentation des paramètres, de tous les paramètres, même de l'ensemble des indicateurs du chiffre d'affaires, mais aussi de la marge de l'officine. Donc, il y a une très forte activité et une rémunération qui a été augmentée pendant ce premier trimestre. Ça a deux impacts, un impact sur la fatigue des titulaires et des équipes officinales qui est bien sûr que vous vivez avec des problématiques de recrutement que nous vivons. Le deuxième impact, c'est évidemment le côté positif d'avoir une rémunération en plus et la suite, c'est on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc, c'est un peu problématique pour nous, négociateurs, parce qu'on avait dit que l'année 2021 était une année exceptionnelle. Vous savez, vous voyez que nous avons eu à peu près 1,5 milliard de rémunération supplémentaire en 2021 et avec une activité très forte. Eh bien, nous avons eu à peu près la moitié de cette année 2021, rien que sur le premier trimestre. Rien que sur le premier trimestre, il y a eu la moitié du plus de l'année dernière. Donc, ça veut dire que je ne sais pas si l'épidémie va continuer, si elle va reprendre.
ou si elle va s'arrêter, quelle sera l'économie de l'officine après ça. C'est très compliqué pour nous d'avoir une visibilité, mais c'est plutôt un trimestre excellent pour l'officine en général. Un dernier point, c'est que tout le monde n'en bénéficie pas et que c'est évidemment lié au geste Covid. Et moi, j'ai beaucoup enfin, je l'ai vécu hier lors d'une réunion publique. Je vois bien qu'il y a de la désespérance chez certains de nos confrères qui n'ont pas pu s'impliquer dans cette nouvelle organisation. Et ça, il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour cette partie du réseau qui ne s'est pas impliquée dans les gestes Covid. Évidemment, après, quand l'activité va, forcément, ça va bien pour la majorité des pharmaciens qui se demandent de quoi demain sera fait, comme tout le monde. Voilà mes commentaires. Merci pour ces points d'actu. Je te propose maintenant de répondre à la question de Marc Sajus, président de syndicat en région parisienne. Bonjour, Marc Sajus, président de la FSPF 92, 94 et 77. Bonjour Philippe. La FSPF a lancé une grande enquête sur les salaires en officine. Peux-tu nous rappeler les objectifs de cette enquête et nous dire jusqu'à quand nous avons pour y répondre? Merci. Alors, vous avez, déjà, je vais terminer par la fin de la question. Vous avez jusqu'à mardi pour répondre à l'enquête. On va clore l'enquête mardi. On vous relancera d'ailleurs lundi pour une dernière fois. Nous avons le problème, c'est que l'enquête, elle demande quand même un quart d'heure à peu près de travail pour la renseigner parce que nous en avons besoin réellement de l'ensemble de ces informations pour pouvoir avoir une vision précise de ce qui se passe dans la branche au niveau des salaires et de toute notre vie au niveau des équipes officinales. Donc, c'est un petit peu long. Et donc, il y a 2000 pharmaciens qui ont commencé l'enquête, mais il n'y en a que 800 qui l'ont terminée. Et donc, moi, je veux absolument atteindre la barre des 1000. Donc, ceux qui ont commencé, vous la terminez, please. Et ceux qui ne l'ont pas fait, essayez de vous y mettre, de telle manière à ce qu'on ait un échantillon représentatif, nous permettant de travailler. Ça, c'est au niveau de l'enquête elle-même. Au niveau de l'objectif, c'est très clair que j'avais besoin d'une vision de l'existant pour pouvoir bâtir un plan d'attractivité de la branche au niveau des équipes, des membres des équipes, des préparateurs et des pharmaciens. Moi, je suis inquiet actuellement de la baisse du nombre de pharmaciens libéraux, qui est également des pharmaciens adjoints et des préparateurs. Donc, c'est sur l'ensemble des gens qui travaillent en officine que nous avons un problème. Nous étions plus de 27 000 pharmaciens libéraux il y a 10 ans. Là, nous sommes à peine 25 000, donc on a perdu 2 000 pharmaciens libéraux. Et ça, c'est embêtant parce que les pharmaciens libéraux, ils ont cette particularité d'être leur patron et donc ils ne regardent pas leurs heures. Donc, ça permet d'avoir plus d'amplitude pour le travail. Voilà. Mais donc, il faut regarder les 3 points, les pharmaciens libéraux, les salariés et les préparateurs. On a besoin des pharmaciens, on a besoin de nous de plus en plus. Donc, forcément, moi, en tant que syndicat, j'ai 2 rôles. Le premier, c'est d'avoir les ressources nécessaires auprès du gouvernement, de l'assurance maladie, pour pouvoir financer ce que nous sommes amenés à faire. Et l'autre rôle, c'est d'avoir donc des équipes qui, d'une part, sont contentes de travailler dans la branche, à la fois fières et contentes de travailler dans la branche par rapport à leur retour sur investissement, et avoir des gens en nombre. Donc, tout ça, c'est lié à cette enquête. Et voilà. Donc, nous avons une prochaine réunion avec les partenaires sociaux et j'espère que nous allons pouvoir avancer sur le sujet. Alors, Philippe, nous allons prendre maintenant quelques questions des internautes. Alors, aujourd'hui, on a pas mal de questions sur Vox. Déjà des questions concernant le port du masque et la vaccination. Donc, finalement, je pense que tu as déjà abordé au début de ce live.
Par contre, une question concernant les fauteuils roulants. Oui. Quelle est la position de la FSPF face à la révision de la nomenclature des fauteuils roulants et de la baisse drastique de leurs tarifs? Vous avez reçu une communication de la Fédération ce matin. Nous sommes fortement opposés à la baisse de tarifs, ce dans un contexte où le prix de l'aluminium s'envole et où il est compliqué de fabriquer le matériel. Enfin, on va plus pouvoir fournir en fait nos patients en fauteuil roulant. Donc, c'est un communiqué que nous relayons et auquel nous sommes associés. Comme tu sais, la fédération est membre de l'UNPDM. L'UNPDM, c'est peut-être utile de rappeler qu'est-ce que c'est. C'est en gros la FSPF, c'est-à-dire les pharmaciens d'officine, et les fournisseurs de l'officine, le Saint-Paul, c'est-à-dire les entreprises qui, par charte, ont fait le choix d'être les fournisseurs des officines. Donc, je ne vais pas les citer tous parce que je ne veux pas voilà. l'oublier. Les fournisseurs de matériel médical, mais partenaires. C'est les nôtres, en fait. Voilà. Et par opposition à d'autres syndicats de prestataires qui ont décidé de chanter l'officine, en fait. Donc, ça, c'est l'UNPDM. Et donc, c'est à travers de ce syndicat que nous battons avec nos grossistes, en fait, pour pouvoir servir au mieux les patients. Donc, très opposé, évidemment, à cette baisse de tarifs, et j'espère qu'on va gagner. Voilà, donc enquête à relayer sur vos réseaux et auprès de vos patients avec affichage et tout. Tout est expliqué dans la news. Plusieurs critiques ou questions concernant la formation dans le cadre de la remise du kit de dépistage colorectal. Les pharmaciens ne comprennent pas pourquoi une formation pour remettre un kit. Certains pharmaciens, d'ailleurs, le font depuis des années. C'est ça. L'indignation. Alors, ce n'est pas bien sûr dans l'accord conventionnel, cette formation obligatoire, c'est dans la réglementation. C'est-à-dire qu'en fait, pour les médecins, c'est pareil. Les centres de dépistage cancer colorectal souhaitent avoir un lien avec les professionnels de terrain pour expliquer comment marche le circuit, comment il est organisé, à quoi il sert réellement, quels sont les messages clés qui doivent accompagner la remise. Ce n'est pas bien sûr la remise du kit qui est expliquée, c'est plus la pathologie du cancer colorectal et l'ensemble du dispositif qui va avec pour que nous puissions répondre aux questions qui nous sont posées. Comment on attrape un cancer colorectal, à quel âge, pourquoi, voilà, donc toutes ces questions-là qui sont en fait des questions de professionnels de santé. Donc ça, nous, on va essayer avec l'assurance maladie et la tête de réseau des CRDC d'activer ce truc-là. Moi, je souhaite avoir un e-learning court, de telle manière à ce que nous puissions effectivement avoir les connaissances nécessaires sur la pathologie, sur l'épidémiologie, sur l'intérêt du dépistage, etc., pour pouvoir répondre de façon pertinente aux questions. Mais il ne faut pas que ce soit, enfin, c'est bien sûr pas, il ne faut pas que ce soit long, il ne faut pas que ce soit en dehors de l'officine. Donc, ce n'est pas un DPC pour moi, c'est une formation courte. Et on vous en dira plus dès qu'on aura des précisions. Dès que possible. Merci Philippe. Alors, merci également à Marc Sajus pour la question vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45 pour un nouveau tour d'horizon de l'actu pharmaceutique. En attendant, on vous laisse avec le teaser du Congrès national des pharmaciens. Profitez de ce week-end pour vous inscrire. C'est dans 15 jours que le congrès démarre. On vous attend tous nombreux et nombreuses à Lille. Comment ça, c'est dans 15 jours que ça démarre? C'est fin juin? Pas du tout. Dans 15 jours, dans 1 mois et demi. Dans 1 mois et demi. Je me trompe de mois. Voilà, bon week-end, mais inscrivez-vous quand même, et c'est bien dans 1 mois et demi. Juste après les élections législatives, la date a été particulièrement bien choisie cette année, puisqu'en fait, ce sera le premier moment où nous pourrons interpeller les pouvoirs publics après l'élection. Donc, il faut être nombreux, il faut montrer qu'on est costaud. Donc, rendez-vous à Lille. À bientôt. Bon week-end.